3, 2, 1. Talk to me. Chaque seconde, la nature procède à des milliards d'opérations, chimiques, mécaniques et biologiques. La Terre opère dans un cercle vertueux où même les excréments et les animaux morts représentent des actifs, des fertilisants pour le sol et de la nourriture pour les insectes. En ce qui nous concerne, nous, les humains, c'est une toute autre histoire. À l'échelle mondiale, nous produisons 3 millions de tonnes de déchets tous les jours et 90% des matières que l'on extrait de la Terre ne sont pas réutilisées. Si on continue comme ça, on va finir par manquer de matières premières. Si tous les habitants de la planète consommaient comme les Canadiens, on aurait besoin d'environ plus que 3 planètes Terre pour répondre aux besoins, ce qui est impossible. Le Canada est en effet le champion des pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, en matière de quantité d'ordures produites par habitant. 720 kilos de déchets par année. Les 2000 sites d'enfouissement du pays engendrent à eux seuls pas moins de 20% de tout le méthane émis au Canada, un gaz à effet de serre 25 fois plus nocif que le CO2 pour le réchauffement climatique. Et si on s'inspirait de la nature? Si les déchets des uns devenaient la richesse des autres? Vous êtes invité à une aventure au cœur de l'économie circulaire dans une stratégie que l'on appelle l'écologie ou la symbiose industrielle. Vous ne verrez plus jamais les ordures de la même façon. Vicky, vite! Ah ouais, go! Vite! Mon nom est Karine Awashish. Je suis une maman passionnée de la nature et les écosystèmes de l'économie. C'est pour ça que je me lance dans une grande quête pour mieux comprendre l'économie circulaire et ce qui se fait dans le domaine de l'écologie industrielle au Québec. Regarde ça, là. C'est pour pogner du lièvre. Là, j'ai mis des bâtons ici, puis quand le lièvre il va passer, il va les se pogner là. Comme papy, là. Traditionnellement, mes ancêtres avaient l'habitude de ne rien gaspiller. Le chasseur, après avoir tué l'orignal, partageait la viande avec la communauté, en plus de donner à des artisans la peau pour en faire des mocassins et les os pour en faire des outils. Chez nous, le principe de circularité, ça fait partie de notre conception du monde, de la vie. C'est présent dans... Traditionnellement, nos structures sociales se basaient sur des principes de cercle où tout le monde avait une égalité. Je suis une Atikamekw de la communauté d'Obidjouan en Haute-Mauricie. Je suis conseillère en économie sociale pour les Premières Nations. Oui, on veut se développer socialement, oui, on veut se développer culturellement et être affirmer notre présence, mais il faut aussi développer économiquement, pas n'importe comment, je pense. Ce modèle-là d'économie, je pense qu'il peut rejoindre, en tout cas, les visions et les valeurs des Premières Nations. C'est pas sorcier, là. On a juste à observer la nature et voir comment elle fonctionne pour appliquer ce modèle-là dans notre façon de faire. L'économie dans laquelle on se trouve actuellement depuis environ 150 ans, donc depuis le début de l'ère industrielle, c'est une économie qu'on appelle linéaire. C'est-à-dire qu'essentiellement, ce que l'on fait, c'est qu'on extrait les ressources, on les transforme en produits qu'on consomme et qu'éventuellement on jette. Donc, c'est une économie de gaspillage en tant que telle.
Évidemment, comme les ressources sont fixes sur la planète, on peut s'attendre à ce que ce type d'économie-là, évidemment, ait une fin, ne peut pas être durable en tant que telle. Ma première destination, Joliette. Je m'en vais rencontrer un entrepreneur qui me donne rendez-vous chez l'un de ses fournisseurs. Un lieu pour le moins étonnant où s'approvisionne ce propriétaire de pépinière. Hey, quoi? Allô? Bonjour, Karine Awashish. Martin Marion? Enchantée. Donc, on se donne rendez-vous à l'hôpital. Là, vous faites des toits végétalisés. Ben oui, hein, ça paraît À étrange. l'hôpital. Ça paraît étrange, mais il y a des belles choses à découvrir vous là-dedans. m'expliquer ça. Oui. Ici, à l'hôpital de Joliette, on prépare plus de 730 000 repas chaque année. Conséquence, qu'on le veuille ou non, on en jette des restes de bouffe, l'équivalent de 120 tonnes par année. Mais au fait, 120 tonnes, ça représente quoi? Considérant qu'une tonne équivaut grosso modo à 2205 livres, pour illustrer 120 tonnes, c'est comme si on jetait aux ordures près de 265 000 livres de beurre. Ça, c'est les restants d'hier, ça? Oui, d'hier. Puis, c'est pas parce que c'est biodégradable que c'est pas polluant. Quand la matière organique est enfouie, sa décomposition provoque l'émission de méthane, un gaz à effet de serre puissant. Mais ici, on a réussi à réduire le 120 tonnes à 40 en déshydratant les restes. Et ce 40 tonnes, Martin Marion l'utilise. Tout ce qu'on met, il y a des poissons, des viandes cuites ou crues. Il faut éviter les soupes. Les soupes, légumes ou ces choses-là, on coule le bouillon et on met les nouilles. On peut mettre du riz. Fait que là, on est prêt à partir. On fait du poêle. On pèse sur le bouton bleu pour partir. Il est prêt à vider. Ah, il est prêt à vider. Donc, Oui. ça a pris ceci. Là, ça a pris 10h21. Ça Donc- va être plein, là. Fait que la température augmente, hein? Comme Oui, ça monte il- jusqu'à 75-80 degrés environ. C'est sec. Il y avait des légumes, on dirait des... Du chou, Oui, on des voit. oignons. C'est cette poudre que Martin utilise dans un mélange pour faire pousser ses plantes destinées à ses toits végétalisés. Il appelle ça de la prod, pour poudre de résidus organiques déshydratés. Que toi, tu réutilises après dans ton substrat. Oui, moi, je fais la cueillette des barils, là, mettons, aux 10 jours à peu près, là, en 5 à 6 barils, puis là, j'amène ça dans mes installations pour en faire la transformation. Donc, racontez-moi, là, comme d'où ça a parti de l'histoire, vraiment, avec le partenariat que tu as fait avec l'hôpital de Joliette. Nous autres, ici, les installations existantes dataient de 1975. Puis tout ce qui était matière résiduelle était rejeté au vidange. On avait des gros problèmes d'odeur, puis des problèmes de gestion, en fait, de matière résiduelle. C'est de là que le projet initial, qui était de réduire les odeurs, est devenu tout un projet, si on veut, de collaboration, puis de voir le potentiel de justement de l'économie circulaire. Donc, on prend les matières résiduelles de la Nodière pour créer des toits verts Un peu partout. un peu partout, Québec. partout au Québec. On est dans les premiers au Québec, là, justement, à essayer ce type de récupération-là. Ultimement, ce qu'on vise à faire essentiellement, c'est viser zéro déchet, d'être beaucoup plus sobre dans la consommation de l'énergie également, et de faire en sorte que nos impacts sur l'environnement, sur tout le cycle de vie de notre consommation, donc de l'extraction des matières premières à la fabrication des produits, à l'utilisation de ces produits-là et la fin de vie, soient diminués au maximum. Chaque machine a coûté 50 000 $. Et chaque année, l'hôpital économise 13 000 $ de coûts reliés à l'enfouissement. Ce qui signifie qu'en 4 ans, la machine est rentabilisée. Et en plus, une quantité phénoménale d'eau usée n'est plus envoyée au centre de traitement. Bref, l'environnement est épargné. On parle de 64 tonnes annuelles en GES là, qu'on sauve. Quand même. Chaque semaine, Martin vient chercher ses barils de prod, jusqu'à 40 tonnes par année.
L'avantage de ce contenant-là, c'est qu'il fait encore partie du concept d'économie circulaire, puisque c'est un contenant qui était utilisé pour l'importation d'olives. Et un coup, quand l'usage a été fait pour ça, bien moi, je récupère le baril pour récupérer la nourriture. Le concept d'économie circulaire, il reste tout le temps. Là. On lâche pas. Tu l'incarnes. Martin m'amène visiter un autre partenaire capital qui fait partie de son cercle d'affaires dans son projet d'économie circulaire. Biopter, c'est le groupe de recherche que j'ai choisi pour analyser l'ensemble des matières organiques que j'ai récupérées à gauche et à droite. Je suis jamais rentrée dans une aussi grosse salle. Bonjour. Salut! Bonjour, Karine. Enchantée. Salut, ça va, toi? Eh oui, il y a longtemps. Pour faire pousser ses plantes destinées à ses toits végétalisés, Martin a besoin d'un mélange qui contient environ 20 de matière organique et 80 de matière minérale. Mais pas n'importe quoi. Ça prend une recette nourrissante pour les plantes qui respecte les normes en termes d'hydratation et de poids. Les toits ne peuvent pas être trop lourds pour que l'immeuble soit en mesure de les supporter. Mission C'est ça, votre numéro 1, but. c'était de prendre toutes des matières pour avoir un substrat de croissance, 100 de matière recyclée ou donner une deuxième vie à ces matériaux-là. C'est des résidus de production de couches et de serviettes sanitaires. Donc, un super bon pouvoir absorbant, de rétention d'eau, mais physiquement, dans le mélange, ça se mélange pas comme ça. Un beau potentiel sur papier, mais ça se mélange pas bien avec de la brique. Là, ça fait pas du tout un beau mélange. C'est de la laine. C'est de la laine qui provient d'un tapis d'avion. Il y a eu une séparation qui a été faite. Le tapis a été passé dans une espèce de planeur où la laine a été retirée de la partie du dessous pour la récupérer. Donc, ça, on utilise ça, met ça dans la terre et ça fait pousser des plantes. Oui, La laine. en fait, la laine a des super bonnes propriétés fertilisantes. Elle agit un peu comme un engrais à libération lente naturelle. Donc, ça contient beaucoup d'azote. Puis, au fur et à mesure qu'elle va se décomposer dans le substrat, elle va libérer des éléments minéraux que les plantes vont utiliser. La question d'approvisionnement aussi. Est-ce que c'est un approvisionnement au mois, aux 6 mois, à l'année, à la semaine? Si je dois faire un mélange demain, puis j'ai plus de matière parce que le générateur de matière, il me dit n'est pas. Il faut que je sois capable d'avoir le stock quand j'en ai besoin. Pour avoir accès à une agronome comme Karine, qui travaille dans l'un des 59 centres de recherche collégiaux du Québec, Martin n'a dû débourser que 20 des coûts associés à la recherche. Vous n'allez pas dévoiler le secret de la carabine, comme, tu sais, ça va se rester aux mains de l'entrepreneur, j'imagine. Dans notre cas, tous les résultats des recherches qu'on fait en collaboration avec les entreprises appartiennent aux entreprises. Donc, c'est eux qui sont libres de décider s'ils veulent ou non diffuser les résultats. L'économie circulaire demande une collaboration, je dirais, sans précédent entre les acteurs d'un territoire, c'est-à-dire les entreprises, les citoyens, les gouvernements locaux, les gouvernements supérieurs. Après une visite au centre de recherche, Martin me donne rendez-vous à sa pépinière. Ici, c'est un tas de sable? Bien, là, ça a l'air du sable, mais c'est de la brique d'argile. C'est de la vieille brique de résidus d'immeubles que j'ai fait concasser. Martin a pris le tournant de l'économie circulaire lorsqu'il s'est rendu compte qu'il faisait des toits environnementaux, mais que, paradoxalement, toutes ces matières premières provenaient de l'extérieur du Québec, dont plusieurs des États-Unis. Une situation qui, d'un point de vue environnemental, n'était pas gagnante et le plaçait aussi dans une position de vulnérabilité financière. Combien t'en fais, comme de modules? On peut en produire, dépendamment des années, 30 000 boîtes, 40 000 boîtes. Le côté qui m'agaçait royalement, c'était la question que j'achetais des matières en dollars.
américain. Je devais convertir du canadien en américain. Et un beau matin, pour une raison inconnue, ça peut te coûter 800, 900, 1000 $ de taux de change supplémentaire pour une raison que j'ai rien à voir avec. Là. Et t'as pas le contrôle de ça. Non. Aucun contrôle là-dessus. Et là, ça a commencé à m'agacer. Puis j'ai dit, ben garde, on est dans le domaine de l'environnement. On veut faire des toitures végétalisées. On va s'arranger pour être cohérent. De la visite, Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ben oui, je te présente Karine. Bonjour. Véronique Morin, enchantée. Ça, c'est mon pocheur de produits. Elle m'amène des matières qu'elle a trouvées quelque part dans la Naudière. Et là, elle me dit, j'ai connu quelqu'un, il m'a parlé, puis j'ai pensé à toi. À chaque fois qu'elle m'appelle, sa phrase, c'est « j'ai pensé à toi ». Donc, j'ai l'air de toujours penser à lui. Donc, si je comprends, c'est t'aide, Martin, à trouver des matières qui pourraient être intéressantes sur le substrat, notamment, entre autres. Donc là, aujourd'hui, j'arrive avec un petit cadeau pour toi. Oui, des confitures que tu as faites toi-même. Non, c'est pas des confitures. Ah, OK. Donc, en fait, j'ai une entreprise qui fait la transformation de café sur le territoire, un peu plus au nord. Et puis, j'aurais comme du marc de café. Je me disais que ça pourrait peut-être être intéressant dans le mélange de substrats. Mais évidemment, il faudrait faire les tests avec tes recettes. Mais en tout cas, je t'amène un échantillon pour voir. Dans le fond, ton travail, c'est une sorte d'entremetteuse, d'entreprise de gens, mais en fonction des matières qu'ils ont ou ce qu'ils ont de besoin. Exactement. Moi, je me qualifie un peu comme le Tinder, en fait, de la matière résiduelle pour les entreprises. Je continue mon voyage dans la région de la Naudière, où Véronique m'a invité à prendre la route avec elle pour mieux connaître son travail d'animatrice en symbiose industrielle. C'est comme ça que ça s'appelle. On retrouve désormais ces entremetteurs d'entreprises pas mal partout au Québec. Donc, au moment où je te parle aujourd'hui, on a 320 000 tonnes de matière disponible sur le territoire annuellement. C'est énorme. la Naudière. Juste la Naudière. 320 000 tonnes de matière résiduelle, pour reprendre l'analogie, c'est comme l'équivalent de 706 millions de livres de beurre. Et ça, principalement, tu vois, c'est du bois, plastique, caoutchouc, du carton puis des métaux. Donc, c'est quand même des matières qui sont intéressantes puis qui attendent d'avoir une deuxième vie, là, finalement. Salut, Allô? Véro! Allô, Véro! Ça va bien? Oui, ça va? Oui. On était en train de regarder avec Sylvie là, comment séparer la matière. OK. Parce que les autres, ils ont hâte d'avoir leur entrepôt pour faire le triage. Absolument. Ça, c'est ce qu'on veut. Du vinyle de maison. En celui bon français, du clabard. Du clabard de vinyle, oui. exactement. Et puis, qui a été nettoyé. Et puis, avec ça, on produit notre granule. On la granule. Et après ça, on la fait fondre. Et on l'extrude. Et ça devient un tuyau. Alors, c'est notre produit fini. Jean et Patrick ont besoin de beaucoup de résine pour fabriquer leurs produits. C'est pour ça qu'ils ont conclu un partenariat d'affaires avec Sylvie. Je loue des compteurs aux entrepreneurs qui font de la rénovation, parfois de la construction neuve aussi. Puis moi, par après, quand je vais chercher les conteneurs, je recycle les matériaux dedans. Nous, on s'assure d'avoir un fournisseur régulier. Parce que quand tu t'adresses à des marchés un peu plus grands, bien souvent, il y a de la compétition. Puis là, bien, la meilleure résine va être achetée par des plus gros joueurs que nous autres. Donc, c'est un bénéfice qu'on retire, nous, de s'assurer que la résine qu'on a est bonne. Ouais, on a pris tout de suite les échantillons, puis on voit que le produit n'est pas contaminé. OK? Souvent, là, les ouvertures de... Ce qui fait aussi l'affaire des entrepreneurs en construction, qui, eux, réduisent leurs coûts. Tout le monde y gagne financièrement et la nature est épargnée. Les centres d'enfouissement, les centres de tri sont extrêmement dispendieux maintenant. C'est plus... au début, j'ai commencé, on en avait à 60. C'est rendu à 83 piastres la tonne. Fait que le fait de trier, de pouvoir revendre certaines choses ou d'envoyer plus comme gratuitement à certains endroits d'autres matières, au moins, ça réduit énormément les coûts. Dans votre production, est-ce que vous utilisez que des matières recyclées? Oui. Ouais. Oui. Puis pour nous autres, un job comme Véronique a fait, là, ça vaut de l'or parce qu'elle nous amène des ressources, elle nous amène des solutions, finalement, des potentiels. Puis en même temps, bien, vous détournez 200 tonnes Pour de l'instant, matière oui. Exact. qui se retrouveraient dans un dépotoir. On a de la place pour en prendre beaucoup. Puis c'est notre but.
Non, mais quelle terrasse! Coué Montréal, juste là, mon Dieu, c'est ça, c'est ça, toit vert, en fait. C'est vraiment beau. On produit des fleurs sur un toit. En produisant des fleurs, automatiquement, on capte des gaz à effet de serre. On entend beaucoup parler à la télévision comment réduire les gaz à effet de serre. Il faudrait aussi qu'il y ait un programme qui pense à « Hey, on en capte, on peut-tu en capter plus aussi? » Réduire, d'un côté, oui, mais capter plus. Puis le toit vert le fait. Qui aurait cru que ces belles plantes sur le toit ont poussé grâce à du tapis d'avion recyclé, de la nourriture d'hôpital déshydratée et de la brique d'immeubles désaffectée qui serait venue polluer nos dépotoirs. Comme quoi, ce que l'on pense être des déchets peut constituer une richesse insoupçonnée. Je poursuis ma quête sur l'économie circulaire en mettant le cap vers la Gaspésie. Des fraises au port, en passant par la bière et le pain, on retrouve dans la baie des Chaleurs un extraordinaire exemple d'écologie industrielle dans le domaine agroalimentaire. Direction la ferme Bourdage, qui cultive des fraises de père en fils depuis près de 200 ans. Ici, à chaque année, 220 livres de fraises poussent dans les champs et 45 000 bouteilles de vin de fraises sont produites. Chaque vin porte le nom d'un des membres de la famille. Hey, salut! Salut, Philippe! Ça va, Jean-François? Oui. Yes? Good. Oui, la vie est belle? La vie est belle, toi? Ah oui. Ah oui? Tu nous vois là? Où on en était cette année avec la production d'alcool, puis... Good, super. J'ai assemblé les dépôts de Julien. Ouais. Aujourd'hui, Philippe, un brasseur de bière, vient rendre une petite visite à la ferme pour vérifier quelle quantité de résidus de mou de fraise il pourra récupérer pour incorporer à l'une de ses recettes. Généralement, ça tourne autour de 2000 litres par année. La prochaine semaine, la fermentation de rhubarbe devrait finir, d'après moi, en fin de semaine. C'est la fibre, c'est les pépins, c'est toute la matière solide de la fraise. Parce que quand on met la fraise en fermentation, on va remplir la cuve de fraise jusqu'au bord, qui va être broyée. On va faire un genre de gros smoothie. On va faire ça simple. Fait que c'est vraiment... le mou est entier. Fait qu'on va remplir la cuve de fraises. Puis tout ça, après les fermentations, va décanter naturellement puis se clarifier. C'est l'expert qui a conçu les vins de fraises qui a proposé à Philippe d'utiliser les résidus de vinification pour en faire un ingrédient distinctif d'une bière. C'est une belle matière qui était obligé de jeter parce qu'il n'y avait pas d'utilisation pour en faire. Puis lui, il était persuadé que ça pourrait faire un produit intéressant mélangé avec la bière. C'est sûr que de donner une deuxième vie à un produit comme ça, moi, j'adhère à 100 là-dedans. Ouais. C'est une bière qu'on n'a absolument aucun problème à vendre. On pourrait en faire à l'année, en vendre 5 fois plus. Je mets pas de pression, mais on pourrait en vendre 5 fois plus. C'est pas encore la saison pour brasser de la bière à la fraise. Mais la brasserie Le Naufrageur fonctionne tout de même à plein régime. Ce qui fait qu'ils produisent des tonnes de résidus de brassage. Avec une production de 450 000 bouteilles par année, pas question d'envoyer la drèche au dépotoir. La brasserie aussi donne au suivant. C'est le résidu de grain, une fois que l'infusion a été faite, que le sucre a été soutiré. Il nous reste tout ce grain-là qui est encore plein de protéines, mais qui nous sert plus à rien. On doit être rendu autour de 70 tonnes à peu près là, de grains. Aujourd'hui, Donald Mathieu, un producteur de porc de la région,
vient justement chercher les résidus de brassage dont pourront bénéficier ces animaux. Nous, on est un élevage saisonnier, donc les derniers abattages ont eu lieu au mois de septembre. On est début octobre. Puis là, ce que je fais, c'est que je continue ma petite routine de venir en prendre de temps en temps, juste pour gâter les poules. Des fois, ils m'envoient des... Les cochons ont faim. Ouais. Ça fait trop longtemps. Ouais. C'est bon. Oh. Parfait. C'est vraiment simple, notre accord. En fait, on n'a rien d'écrit. On a juste une poignée de main pour tenir tout ça à aller. Puis moi, ça fait mon affaire. Là. Moi, j'aime bien les poignées de main. Ouais. Au début, on brassait pas beaucoup, mais on répandait ça dans le champ chez mon partner, Sébastien. C'était vraiment limité. Là. Après un mois ou deux, on s'est dit l'hiver, ça n'aurait pas marché. Ça nous prenait une solution. Puis ça sent mauvais, de la drèche. Ouais. Après quelques jours au soleil, ça sent vraiment mauvais. Ça fait que lui, tout son terrain sentait le fromage. Ouais, c'est ça. Il y a que du monde gagnant, je pense, dans cet échange-là. Puis ça devrait être comme ça dans plusieurs domaines, je pense. Bonne semaine. Yes. Fait que mardi prochain. Parfait. Je reviens. Yes. Il est devenu impératif que l'on valorise nos matières organiques. Car à l'heure actuelle, le Québec, à lui seul, jette aux ordures près de 3,3 millions de tonnes de matière organique chaque année. Et on le répète, même si nos restes alimentaires sont biodégradables, lorsqu'ils sont enfouis et se décomposent sans oxygène, ils produisent du biogaz composé de méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. C'est ça le trésor. La drèche, c'est directement dans notre philosophie. C'est ça, c'est de prendre un résidu, de le valoriser, puis de produire quelque chose avec. On est à l'ère du réchauffement climatique, puis de chercher des solutions, mais ces solutions-là, ça diminue un peu l'empreinte écologique d'un élevage. Pour mener à bon port son entreprise, Donald Mathieu bénéficie non seulement de l'écologie industrielle, mais également d'une autre stratégie reconnue en économie circulaire, l'économie de partage. Son voisin lui prête gratuitement sa terre dont il ne se sert plus. Bobby, c'est notre voisin d'un, mais c'est devenu un grand chum. C'est quelqu'un qui a l'agriculture à cœur parce qu'il en a fait. Et il est très conscient des défis de se démarrer. Lui, ce qu'il m'a proposé comme deal, c'est vraiment magique. C'est prends ma terre, fais tes tests, casse-toi la gueule si t'as à te casser la gueule, mais au moins, ça t'aura pas coûté une fortune. Tu vois, regarde les terres, là, des voisins. Chaque bourg, c'est tout noir puis repoussé. Ils ne poussent plus rien. Les terres sont pas travaillées. Il n'y a plus de producteurs par ici, t'as rien. Je pense qu'il n'y a rien pour aider de la relève, puis tout. La relève est là, on va démanger, il faut casser la dette, tombe sur la tête, puis tout coûte une fortune. La machinerie, c'est épouvantable, puis tout. Ça fait que là, moi, j'y passe la terre, puis ouais, si ça marche, ces affaires, on verra plus tard. Puis tout, là, pour le moment, ça lui donne une chance de starter, puis tout, sans s'endetter partout pour acheter des propriétés, pour acheter de quoi, puis sans savoir comment est-ce que ça va aller. Si ça va bien, c'est toute beauté, mais si des fois qu'il y a des bugs que ça va pas bien, mais il charge zéro. Il me donne de la viande à l'automne quand il tue, puis c'est tout. C'est sûr que c'est devenu un ami, puis c'est drôle parce que on n'a pas la même âge du tout, mais je pense qu'on a des affinités communes, puis je pense que l'amitié, ça n'a pas d'âge. Le premier qui a là, tu t'es ramassé? L'économie de partage qu'il vise à faire, c'est justement essayer de partager des actifs qui sont improductifs, qui sont moins productifs entre plusieurs usagers. La plupart des produits qu'on utilise sont utilisés de façon très sporadique dans une journée. Une voiture, par exemple, c'est utilisé 1 heure par jour par un individu. Donc, le reste du temps, c'est un actif improductif.
Même chose pour une perceuse. On va souvent acheter une perceuse, on a un trou à faire. La plupart d'entre nous, on n'est pas des professionnels de rénovation, donc la perceuse va dormir dans un garde-robe ou sur un établi pendant la plupart de son cycle de vie. Alors, et si le voisin a besoin d'une, plutôt que d'emprunter la nôtre, il va en acheter une. On entend toujours parler de Uber et puis de Airbnb. Sachez que juste au Québec, et on avait déjà, sans être exhaustif, repéré plus de 170 initiatives. La boulangerie Café du Coin, possédée par les mêmes entrepreneurs que la brasserie, utilise également la drèche et les résidus de bière dans la fabrication de certains de ses pains. Là, je vais faire le multigrain maltais. C'est en fait, pourquoi maltais? C'est parce qu'on utilise les résidus de brassage du naufrageur. On fait une deuxième utilisation du grain, en fait, pour pouvoir arriver. Puis en plus de ça, on s'est rendu compte que ça a plus... ça a des plus grandes valeurs nutritives, puis aussi, surtout très riche en fibres et en protéines. Dans notre philosophie d'entreprise aussi, de laisser une moins grande empreinte sur l'environnement puis tout ça. Bien, tu sais, le développement durable, c'est pas juste des questions d'environnement, c'est aussi économique aussi. Tu sais, tu peux commencer à diviser si tu veux. Ça diminue les coûts de la bière, puis nous, ben, ça nous coûte moins cher aussi pour faire le pain. Si on le mettait à la poubelle, ce serait la plus grosse perte au monde. Je veux dire, ça n'a juste pas de bon sens. Collectivement parlant, ça coûte hyper cher, la gestion des déchets, puis on en parle de plus en plus. Fait que, tu sais, c'est pas juste le plastique, là, les déchets, là, c'est tout ce qu'on jette. Bien, ce midi, on mange un peu ce qu'on a découvert dans les derniers jours, c'est-à-dire qu'on a un sandwich au porc effiloché cultivé et transformé par Donald Mathieu, par la ferme du Gouin dans le Foin. On a le pain à la drèche. Non, celui-là, c'est à la bière. À la bière? Ah, bon, on a le pain à la bière. C'est à la drèche, ah, celle-là, on a un mix, donc, de pain à bière, de pain à la drèche. Et on a la bière à l'abordage aux fraises. Au lieu de créer des résidus, on crée de la nourriture, puis ça nous revient. Ceux avec qui on travaille, comme Donald Mathieu ou la ferme Bourdage en particulier, mais aussi celui-là qui produit nos légumes, mais c'est... En fait, on a développé même un esprit de famille avec eux autres. C'est comme si on faisait partie toutes de la même entreprise. Ah! C'est un magnifique exemple d'écologie industrielle. En fait, c'est un écosystème industriel qui s'est formé à boucle courte. Et je dirais que c'est une manifestation extrêmement intéressante de l'économie circulaire, en effet. Le Québec, je dirais, à l'échelle nord-américaine, a été sans doute la première province à embarquer dans cette transition vers l'économie circulaire. C'est vrai que l'économie circulaire m'a interpellée parce qu'il y a aussi des liens qu'on peut faire au niveau des traditions puis des valeurs chez les Premières Nations. Une prophétie qui est partagée dans beaucoup de nations autochtones en Amérique du Nord. Des prophéties des 7 générations. Ce que ça dit, c'est que quand on pose un geste, quand on veut changer les choses, c'est peut-être pas immédiat, le changement. Quand on réfléchit à des projets de développement ou à des initiatives, peu importe, on a toujours ça en tête de le faire en fonction des 7 prochaines générations. Je prends maintenant la direction de Cowansville, où chaque jour, l'entreprise Delta Goma reçoit 10 tonnes de résidus de caoutchouc qui entrent dans la fabrication de ses produits. Ici, on réussit à valoriser 2 matériaux qui sont des vrais plaies pour l'environnement, le caoutchouc et le plastique. À l'échelle planétaire, c'est plus de 325 millions de tonnes de ces matières qui sont produites annuellement.
une quantité tellement méga gigantesque qu'elle est presque impossible à concevoir. Et rien pour aider, lorsqu'ils se retrouvent dans la nature, le caoutchouc et le plastique prennent des centaines d'années à se décomposer et entrent dans la chaîne alimentaire. Une véritable catastrophe écologique planétaire qui ne semble pas près de se résorber lorsqu'on sait que seulement 11 % des déchets issus du plastique sont recyclés au Canada. Mais grâce à une symbiose industrielle exceptionnelle réalisée avec une autre compagnie de la région qui fabrique des pièces de voitures, l'environnement est épargné et les deux entreprises en tirent des bénéfices économiques. Donc, nous, on est manufacturiers de bandes d'étanchéité pour les véhicules. Donc, tout ce qui est scellement, porte-fenêtre, capot, valise. Donc, c'est un combiné de différents types de caoutchouc. Parfois, il y a du métal à l'intérieur. Dans les sites d'enfouissement, c'est une matière qui est très longue à décomposer, comme vous pouvez comprendre. Donc, oui, ça nous coûte des sous, on le transporte, mais c'est moins dispendieux que l'enfouissement. Ça va le devenir de plus en plus parce que l'enfouissement va continuer à monter, c'est certain. Aujourd'hui, Serge Lamontagne de Waterville TG est exceptionnellement chez Delta Goma. Une visite de courtoisie pour vérifier si les livraisons de résidus de caoutchouc de son entreprise se déroulent toujours aussi bien. Les gens n'ont pas saisi encore. Les gens n'ont juste pas saisi. Ils voyaient ça comme une dépense, comme un coût, puis ils ne voyaient pas le gain qu'ils pourraient faire en même temps à sauver des sous et en sauvant la planète. Le grand initiateur de ce projet de symbiose industrielle, c'est lui, Daniel Martin. Il y a plusieurs décennies déjà, ce visionnaire s'est mis au défi de valoriser les déchets des usines de sa région, un pôle industriel reconnu en matière de caoutchouc et de plastique. Il y a certaines portions qu'on ne peut pas vous montrer, évidemment, pour nos secrets industriels. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on a 3 étapes de broyage. Donc, l'étape ultime, c'est le broyage final. On peut voir ici. Ici, c'est le produit fini. C'est 0,1 mm. À peu près, disons, 2 fois l'épaisseur d'un cheveu. Ensuite, on l'apporte à l'autre usine. Là, on va le transformer. On va faire un mélange avec des caoutchoucs et plastique pour faire des pièces finies. Ici, c'est une chute de tondeuse. Ici, c'est des pièces qui vont protéger les composantes électroniques à l'intérieur du véhicule. C'est des pièces qui vont dans les Ford Focus et Fusion. Ici, on a des pièces qui peuvent servir dans l'industrie du recyclage. C'est des roues de convoyeur. Il y a une multitude de produits qui peuvent être faits. Oui, ici, c'est la poudrette de caoutchouc. Et ici, c'est un mélange de plastique. Donc, il peut avoir les sacs de plastique qui ont été mis en billes. Il peut avoir une multitude de sortes de plastique. C'est notre petite recette du colonel dans celle-là. On a 5-6 ingrédients dans notre recette. Donc, on mélange tout ça à proportion. On chauffe pour faire une espèce de pâte, comme la pâte à modeler. Ensuite, on va l'écraser et on va lui donner une forme. Dans ce cas ici, c'est des tapis qu'on va retrouver dans des véhicules industriels. On fait un petit dessin de checker plate qu'on appelle pour faire l'effet antidérapant. On en retrouve aussi dans les grandes chaînes comme tapis d'entrée selon la dimension qu'on va couper ou l'épaisseur. Fait qu'on a un rouleau en caoutchouc. Le client va faire une découpe comme ça. Puis cette pièce-là en particulier, bien, ça va dans le camion Ford F250. C'est pour protéger la caisse, empêcher les roches frappent le métal. Il y a environ un tiers de nos ventes, c'est dans l'automobile. Le principal, l'ultime client, c'est Ford. C'est celui qui, je dirais, parmi les fabricants qui utilise le plus de matériaux recyclés. Alors pour ça, on va d'abord essayer les tests en tension. C'est correct? D'accord? Celui qu'on retrouve dans le laboratoire de Delta Goma, c'est le professeur Zadi, un spécialiste des polymères, caoutchouc et plastique. Il a donné un solide coup de main à Daniel pour ses recettes de matières recyclées. Sur le plan de la symbiose industrielle, entrepreneurship et recherche sont 2 ingrédients fondamentaux. C'est correct, parce qu'on a à peu près 200 % d'allongement. Oui. Mais de point de vue propriété mécanique, il est un peu bas.
Donc, je pense que c'est une contamination que vous avez. Déjà. Et les priorités, c'est qu'on travaille avec du recyclé essentiellement pour garder les prix d'abord très bas. OK? Donc, question de prix, c'est une question de prix, question d'environnement aussi, vous voyez? Donc, on rajoute encore quelques éléments chimiques, mais en minorité. À elle seule, l'entreprise Delta Goma réussit à détourner chaque année 3000 tonnes de plastique et de caoutchouc des sites d'enfouissement. Dans le cas des caoutchoucs, c'est environ 1000 ans. Les plastiques, 300 400 ans avant de dégradation complète. La beauté, en fait, de notre procédé, c'est qu'on peut le recycler presque à l'infini. Donc, une fois que la pièce est en fin de vie, théoriquement, on peut reprendre notre pièce, puis la recycler, puis reformuler, refaire une autre pièce avec. L'économie circulaire vise à remettre dans le marché les produits ou les composantes de ces produits-là de manière à ce qu'on puisse augmenter la productivité des ressources qu'on a déjà extraites. Donc, c'est un modèle qui est beaucoup plus durable et qui, par le fait même, en fait, répond beaucoup plus, je dirais, à la nature même de la planète Terre où les ressources sont fixes. Comme dernière escale, c'est à Sherbrooke que je me rends, à l'université plus précisément. Monsieur Tagliatelle-Tabou. Bonjour. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Merci de m'accueillir dans votre université. Vous êtes la bienvenue. Merci. Je suis Karine Awachish. Je travaille en économie sociale auprès des Premières Nations. Je suis dans la nation Tikamek. Oh, ça tombe bien. Moi, je suis berbère d'Afrique du Nord. Je suis kabyle d'Algérie. Alors, je suis très contente de faire votre rencontre. Chez nous. Alors, ça, c'est notre laboratoire, effectivement. Ici, il est démontré avec évidence le rôle nécessaire que joue la recherche pour créer des symbioses industrielles qui peuvent améliorer le sort de la planète. Rien de moins. Mais pour ça, il faut du financement. Et il est là le nerf de la guerre. Est-ce qu'il en existe beaucoup de ce genre-là dans le monde? Je vous dirais sincèrement, c'est pratiquement l'unique laboratoire au monde de cette envergure qui étudie autant l'échelle nanométrique et micrométrique jusqu'à l'échelle réelle. Le professeur Areski Taniamou et son équipe de doctorants originaires de partout sur la planète ont trouvé une solution extraordinaire pour valoriser le verre. Entre autres, les 200 millions de bouteilles de vin achetées par les Québécois chaque année, qui, majoritairement, se retrouvent dans les sites d'enfouissement. Quand les bouteilles se cassent, le verre n'a plus vraiment de valeur, en plus de contaminer les autres matières recyclables. Pourquoi le verre? Au Québec, on a la Société des alcools et puis toutes les autres compagnies, etc., qui ramènent donc, du vin d'un peu partout dans le monde, mais on n'est pas producteur de vin au Québec. Donc, on a un amoncellement de bouteilles. On ne va pas les renvoyer au Chili ou whatever. Donc, on est obligé de trouver une solution durable. Alors, ça, c'est... Ouais, c'est du verre tel qu'on a reçu des centres de tri. Au laboratoire, nous le broyons sous forme de poudre pour obtenir une poudre fine comme ça. Ça remplace le ciment, en fait, oui, dans le béton. On dirait de la farine. Ce que je touche est du verre réduit en poudre qui remplace en partie le ciment dans la fabrication de leur béton. Béton qui, au final, est plus performant que le béton traditionnel. Le béton est un matériau le plus consommé aussi au monde après l'eau. C'est le deuxième matériau le plus consommé. Donc, l'utilisation de la poudre comme telle dans le béton représente donc une piste potentielle de valorisation de ce produit. De deux, non seulement
on trouve un moyen de donner une valeur ajoutée au verre, mais au même moment, on améliore la qualité, la durée de vie des ouvrages. Le sable de qualité là, qui sert à faire le ciment est une denrée de plus en plus rare au niveau international. Donc, si on peut trouver des substituts, en fait, à ce sable-là, à travers des sous-produits, par exemple, qui viennent du verre, des bouteilles de verre, bien, on a là un élément intéressant d'économie circulaire. Chaque seconde dans le monde sont coulés 146 000 kilos de ciment, soit 4,6 milliards de tonnes par an, l'équivalent de 19 000 Empire State Building. Quand on produit du ciment, ben, on chauffe du calcaire jusqu'à peu près 1450 degrés Celsius. Et quand on chauffe du calcaire, non seulement il y a la facture énergétique quand on chauffe, mais aussi le calcaire lui-même, c'est du CaCO3. Donc, quand on le chauffe, il va donner du CO2. Automatiquement, la molécule va se diviser en deux pour donner du CO2. Donc, le fait de remplacer une partie du ciment par de la poudre de verre va diminuer cette facture CO2 parce que le verre, lui, on n'a pas besoin de le réchauffer. Il a déjà été chauffé pour faire des bouteilles. Haussmann me montre, dans un premier temps, du béton standard. Elles sont fragiles. Ça casse. Oui. Et ça, c'est des fibres d'acier, mais c'est toujours... Ça casse. Oui. Et ça, c'est les fibres naturelles que nous avons. Ouais, comme on voit que c'est pas très résistant. Et voici maintenant du béton dans lequel les chercheurs ont intégré, en plus de la poudre de verre, des résidus de bois. Il y a des fissures qui sont là déjà. Vous voyez les fissures? Oui, on voit les fissures. Oui. Et on commence à avoir une courbature. Et si j'ai... Vous voyez? Et là, ça ferait longtemps que ça serait cassé, là. Oui. Si je laisse, ça retourne. Donc, dans le cas d'un gros tremblement de terre, c'est ce que ça ferait. Ça casserait pas. Exactement. Vous voyez, ça se fait comme ça? Oui. Oui. Ben oui. Nous sommes déjà au maximum. Et ça tient toujours. Et ça tient toujours, oui. Ça, c'est une première mondiale. Hein. C'est au Québec, encore une fois. Tout est fini, mais c'est... Donc, ce qui se passe est que la grande fissure ici est redistribuée partout. Donc, au lieu d'avoir une seule fissure comme les autres et finir en deux parties, les fibres vont de manière à ce qu'elles transfèrent le chargement à la matrice qui se trouve derrière elle. Donc, on va avoir d'autres fissurations qui vont faire que la rupture soit très lente. Ah ben bravo, hein, en tout cas, merci beaucoup de cette... Pourquoi c'est pas normalisé dans notre construction au Québec? Parce que quand il y a un nouveau matériau, ben, il faut prendre toutes les précautions pour être sûr qu'il respecte tous les critères. Et en 2019, probablement une norme aux États-Unis pour l'utilisation du verre dans le béton. Donc, on y arrive, mais c'est un travail de longue haleine et ça prend du temps. Ça, c'est une passerelle faite avec un béton, ce qu'on appelle un béton à ultra haute performance. Mais la spécificité de ce béton, c'est qu'il est fait avec de la poudre de verre. Et ça a été les travaux de thèse de Nancy qui a travaillé là-dessus. We are able to produce this bridge by reducing the thickness and the material weight up to 70%. Intégrer des résidus dans un produit n'est pas seulement une façon de limiter des déchets et de les valoriser. En économie circulaire, il faut que les résidus remis en circulation donnent une valeur ajoutée au produit, qu'ils soient de meilleure qualité en somme. Donc, si je comprends, c'est 10 fois plus résistant que le béton normal qui est utilisé. 10 times. Théoriquement, ce béton, au laboratoire, il peut atteindre ou même dépasser les résistances de l'acier à la traction. Ça ressemble, tu sais, à du structure d'acier, je trouve. Oui, vous avez raison. Le but, c'est de remplacer une grande partie de l'acier.
Voilà un peu les travaux que font tous nos étudiants et ils sont tous reliés par une seule chose, c'est le développement durable. Et mon Dieu que c'est bien de faire ça avec des jeunes. Parce que c'est eux qui m'entraînent. Je n'ai plus le droit de m'arrêter. C'est parce qu'eux, ils poussent là-dedans. Je n'ai pas besoin de les convaincre et c'est ça la beauté de la chose. En fait, le message, c'est que l'économie circulaire est incontournable. Si on n'assure pas rapidement une transition vers l'économie circulaire, on va collectivement foncer dans le mur dans un horizon assez prévisible. Il faut que tout le monde y participe. Est-ce que les produits qu'on consomme sont les meilleurs pour remplir nos besoins? Est-ce que c'est des produits qui sont durables? Est-ce qu'ils sont réparables? Ce sont des questions, des réflexes que tout consommateur devra éventuellement développer. Je reviens chez moi stimulée, la tête remplie de nouvelles façons de voir le développement économique. Et je me suis concentrée que sur une seule stratégie de l'économie circulaire, la symbiose industrielle. Il en existe plusieurs autres. Comme quoi, le potentiel de changement est énorme. Ça donne espoir à notre extrêmement grande capacité d'user de notre créativité pour adapter un modèle qui est en meilleure harmonie avec la planète. Allez, maman, viens!